Le jour où ma famille est morte, j'ai appelé mes parents en premier. Ma voix tremblait tellement que je pouvais à peine prononcer les mots. Ils sont partis. Marie, Ivy, Théo, tous partis. Il y eut une pause, puis la voix de mon père, calme, presque agacée. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de ta sœur. Nous ne pouvons pas venir. Je suis resté là, sur le parking de l'hôpital, tenant mon téléphone comme une chose morte, fixant le coucher de soleil qui ne se souciait pas que mon monde entier se soit effondré. Pendant qu'il coupait le gâteau, j'ai enterré ma femme et mes enfants seuls. 6 mois plus tard, les mêmes personnes qui n'étaient pas venues dire au revoir sont apparues à ma porte à cause d'un titre portant mon nom. Et quand ils ont lu ce que j'avais fait, la panique a balayé leur petite vie parfaite. Avant de partager mon histoire, j'aimerais savoir que vous êtes ici avec moi et que vous m'écoutez. Commentez et saluez ci-dessous ou dites-moi d'où vous venez. J'adore entendre jusqu'où mon histoire porte. Parfois, savoir que quelqu'un est là fait toute la différence. Merci. Et maintenant, laissez-moi tout vous raconter. Si des histoires comme celle-ci vous touchent, abonnez-vous à notre chaîne. Cela aide plus de gens à trouver le courage de dire leur vérité. Je m'appelle Atlan Mercé et voici l'histoire de la façon dont ma famille m'a brisé et comment j'ai construit quelque chose qu'ils ne pourraient jamais détruire. Le matin a commencé avec le son d'un violon. L'archet d'Ivy a gratté les mêmes 3 notes encore et encore dans le salon tandis que l'odeur des crêpes flottait de la cuisine. Marie se tenait près de la cuisinière dans l'un de mes vieux t-shirts, façonnant la pâte en dauphin parce que Théo insistait sur le fait que les dinosaures étaient trop ennuyeux aujourd'hui. La lumière du soleil frappait ses cheveux juste comme il faut, de minces rubans blancs à travers la fenêtre de la cuisine. Et pendant une seconde, j'ai pensé à prendre une photo. Je ne l'ai pas fait. J'ai imaginé que nous aurions d'autres matins comme celui-ci devant nous. Le café est prêt, dit-elle, et je lui ai embrassé la tempe en passant. Son épaule sentait le sirop d'érable et l'air marin. Théo a grimpé sur sa chaise, me montrant le minuscule pansement de dinosaure à son poignet, celui que j'y avais mis la nuit dernière après qu'il soit tombé en courant dans la cour. Le rire d'Ivy a flotté de la pièce voisine. L'appel est venu du sergent Elena Ruiz, de la police de Charleston. Sa voix était calme, répétée, le genre de ton que les gens utilisent lorsqu'ils sont entraînés à annoncer une tragédie. Monsieur Mercé, il y a eu un accident à King et Calhoun. Un semi-remorque de Blue Ridge Freight a grillé le feu. Mon stylo m'a glissé des mains. Est-ce que tout le monde? Je suis tellement désolé, monsieur. Ils ont été déclarés morts sur place. Au moment où j'ai atteint Muskels, mes mains tremblaient si violemment que je ne pouvais pas signer les formulaires. Le couloir de la morgue sentait le désinfectant et le métal, les lumières bourdonnant d'une sympathie mécanique. Ils m'ont laissé les voir un par un. D'abord Marie, ses cheveux encore humides de la douche du matin. Puis Ivy, petite et immobile, ses doigts recroquevillés comme si elle tenait toujours l'archet. Et Théo, son pansement toujours vert vif à son poignet. Chaque drap qu'il soulevait était un morceau de moi arraché. Le chauffeur du camion s'en est sorti avec des égratignures. Son taux d'alcoolémie était 3 fois la limite à 8 heures du matin. J'ai trébuché dehors sur le parking, le téléphone lourd dans ma main. J'ai appelé mes parents à Mount Pleasant. Maman a répondu, des rires résonnant derrière elle. Maman, j'ai dit, ma gorge se brisant. Ils sont partis. Marie, Ivy, Théo, ils sont tous partis. Il y eut un silence. Puis la voix de papa, calme et délibérée. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Sable. Nous ne pouvons pas venir. J'ai cligné des yeux, sûr d'avoir mal entendu. Papa, ils sont morts. Les funérailles. Tu sais comment ta sœur réagit quand les plans changent, dit-il. Maman a murmuré quelque chose de doux derrière lui, ne désapprouvant pas, laissant juste le silence le confirmer. J'ai fixé ma paume. Le pansement dinosaure y était resté après avoir porté Théo la nuit précédente. Mes genoux ont fléchi, l'asphalte s'est brouillé. Quelque part au loin, j'ai entendu des gens rire, probablement en quittant le café de l'hôpital. Mes enfants gisaient sur des tables métalliques à l'intérieur, et mes parents ne pouvaient pas se donner la peine de quitter une fête. Le vent du port soufflait froid sur le parking, sentant légèrement le sel et le diesel. J'ai regardé ma montre. 8h17. Les chiffres brillaient comme une marque. Le moment où tout s'est arrêté. Le moment où la première fracture est apparue dans ce que j'appelais autrefois ma famille.
Et dans ce silence, j'ai compris quelque chose que je n'avais jamais osé admettre de toute ma vie. Ils ne m'ont jamais vraiment vu. Le samedi suivant, Charleston semblait trop lumineuse pour le deuil. La cathédrale Saint-Jean-Baptiste s'élevait de la rue comme quelque chose sculpté pour l'éternité, ses cloches sonnant sur la ville. Je suis arrivé tôt, portant le poids de 3 funérailles qui n'auraient jamais dû partager le même jour. À l'intérieur, l'air était frais et vif d'encens. 3 cercueils attendaient à l'avant. Celui de Marie en noyer foncé, poli et simple, le genre qu'elle aurait choisi. Celui d'Ivy avait de minuscules notes de musique peintes à la main sur le côté. Celui de Théo était plus petit, peint avec des dinosaures verts par la fille du directeur des pompes funèbres après qu'elle ait entendu son histoire. J'ai touché chacun d'eux, traçant leur bord jusqu'à ce que mes doigts tremblent. Les parents de Marie étaient venus de Boise, boitants, mais déterminés, leurs mains agrippant les miennes comme des bouées de sauvetage. La voix de son père s'est brisée quand il a murmuré « Tu n'es pas seul, mon fils ». Mais quand j'ai regardé les bancs, un côté était plein, amis, collègues, voisins, et l'autre côté était silencieux et vide. Les 3 premiers rangs à gauche avaient des cartes de noms soigneusement scotchées, réservées à Graham Mercé, Céleste Mercé, Sable Mercé-Rig. J'ai regardé ma montre de nouveau. Midi. Les cloches ont commencé à sonner. Les sièges sont restés vides. Alors que le prêtre commençait le service, mon esprit a vagabondé à travers des années de petits abandons que j'appelais autrefois amour. La bourse que j'ai abandonnée pour que Sable puisse passer une année sabbatique en Europe à se chercher. Les 3 mois de congé sans solde que j'ai pris pour m'occuper de maman après son opération de la hanche alors que Sable était trop occupée. La façon dont elle a annoncé sa première grossesse pendant mon toast de mariage, accaparant toute l'attention pendant que Marie souriait poliment. Chaque dîner de famille, chaque fête tournait en quelque sorte autour du dernier drame de Sable. Et j'ai joué le rôle du fils fiable, celui qui ne causait pas de problème, qui restait tranquille, qui ne comptait jamais les points. Les bons fils ne comptent pas les points, disait toujours maman. Je n'ai jamais réalisé qu'elle voulait dire que les bons fils disparaissent. Quand la voix du prêtre s'est élevée en prière, j'ai de nouveau regardé les chaises vides. La lumière du soleil se déversait à travers les vitraux, répandant la couleur sur le bois. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais confondu leur silence avec la paix, leur distance avec la dignité. Maintenant, ce n'était que de l'absence, bruyante et résonnante. Après l'hymne final, je suis resté alors que la foule se clairsemait. Le directeur des pompes funèbres a apporté le livre d'or et j'ai signé mon nom sous une centaine d'autres. Mon stylo a hésité avant la ligne marquée « Famille du défunt ». Je voulais écrire autre chose, peut-être la vérité, mais à la place j'ai écrit « Atlan Mercé » et j'ai fermé le livre. Je suis sorti, le soleil de midi aveuglant. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Le réflexe m'a fait le sortir. L'écran s'est allumé avec une notification. Sable Mercé-Rig a posté une nouvelle photo. Je n'aurais pas dû l'ouvrir, mais je l'ai fait. La voici, debout au Seabrook Island Club, champagne à la main, entouré d'amis. La légende disait, meilleur anniversaire de tous les temps. Tellement reconnaissante envers tous ceux qui ont rendu cette journée spéciale. L'horodatage correspondait à la minute exacte où les cloches de l'église avaient sonné pour ma femme et mes enfants. J'ai fait défiler plus loin. Un autre poste, son ami taguant la famille Mercé, célébrant ensemble. Tout le monde souriait, tout le monde était complet. Tout le monde sauf moi. J'ai figé sur les marches de la cathédrale. Le bruit de la circulation sur Broad Street s'est estompé, remplacé par le lent écho des cloches qui vibraient encore dans l'air. 3 cercueils derrière moi, 3 sièges vides à l'intérieur, et une image parfaite de ma famille faisant semblant que rien ne s'était passé. Pour la première fois en 32 ans, la colère me semblait plus propre que le chagrin. Le genre qui ne brûle pas. Il clarifie. Cette nuit-là, de retour à la maison, j'étais assis seul à la table à manger. Le violon d'Ivy reposait sur la chaise à côté de moi. Une corde était cassée. Les dinosaures de Théo bordaient le rebord de la fenêtre comme de minuscules sentinelles gardant ce qui restait. À l'extérieur du port de Charleston, des lumières clignotaient contre l'obscurité. J'ai ouvert mon ordinateur portable pour planifier les paiements de 3 funérailles. 3 pierres tombales, 3 parcelles de terre. Mais la seule image qui me restait en tête était cette photo de la fête de Sable. Leur sourire, large, vers levé comme si le monde n'avait pas juste avalé le mien en entier. Et alors que l'horloge passait minuit,
j'ai réalisé que les vraies funérailles ce jour-là n'étaient pas pour Marie et les enfants. C'était pour l'illusion que j'avais encore une famille. La pluie battait de côté contre la fenêtre du salon funéraire alors que j'étais assis en face du directeur. Il a fait glisser le dossier vers moi. Page nette, chiffre précis et impitoyable. 30 000 $. 3 cercueils, 3 parcelles d'enterrement, le corbillard, les fleurs, la musique. Chaque ligne était une petite blessure. Le plus petit cercueil, celui de Théo, était d'une certaine manière le plus cher. Une note manuscrite disait « Finition peinte à la main sur mesure ». J'ai senti ma gorge se nouer. Il a dit doucement « Nous proposons des plans de paiement ». Plans de paiement ? J'ai répété comme si j'achetais une voiture, pas en train d'enterrer ma famille. Dehors, des flaques d'eau s'accumulaient sous le lampadaire. Je lui ai dit que je m'en sortirais. Cette nuit-là, j'ai appelé la compagnie d'assurance. Je m'attendais au processus habituel, au formulaire en attente. Au lieu de cela, la femme au téléphone a fait une pause et a dit « Monsieur Mercé, nous aimerions fixer un rendez-vous en personne concernant votre police d'assurance. Elle est substantielle. » Ce mot est resté en suspens dans l'air comme de l'électricité statique. Substantielle. J'ai raccroché sans demander combien. Quand je suis rentré à la maison sentait la pluie et le café froid. La vaisselle du petit déjeuner attendait toujours dans l'évier. Du sirop de crêpe était incrusté sur le bord d'une assiette. Le violon d'Ivy était ouvert, sa dernière chanson toujours sur le pupitre. La tasse de café de Marie était à côté de la machine, une légère trace de rouge à lèvres encore sur le bord. Le silence pesait comme de l'eau. Le téléphone a sonné. Maman. J'ai fixé l'écran avant de répondre. Chérie, comment vas-tu ? Sa voix était sirupeuse, trop douce. Je survis, j'ai dit. Elle a soupiré, le genre de soupir qui précède un argument. Ton père et moi parlions. Sable et Colton ont du mal avec la FIV. Tu sais, la famille est de la famille. Peut-être pourrais-tu partager une partie de l'argent de l'assurance. Michael était généreux, n'est-ce pas ? C'était comme être giflé par des mots. Maman, ma famille est morte. Et tu me demandes de l'argent. Oh, ne sois pas dramatique. Tu as largement assez maintenant. Pense à ta sœur. Elle mérite une chance d'avoir ce que tu as perdu. Le son qui est sorti de moi n'était même pas un rire. C'était quelque chose de creux. J'ai raccroché avant de pouvoir dire ce que je voulais. 10 minutes plus tard, la sonnette a retenti. Je n'avais pas verrouillé la porte. Sable était là dans un manteau crème, Colton derrière elle avec l'air suffisant d'un homme faisant des calculs mentaux. Et, grand frère, dit-elle, entrant avant que je ne l'invite. Nous sommes inquiets pour toi, tout seul dans cette grande maison. Tu n'étais pas inquiète il y a 3 semaines, j'ai dit. Ce n'est pas juste, a-t-elle protesté. Nous avions des plans. Elle a erré dans le salon, touchant le piano, le canapé, son regard calculateur. Colton s'est arrêté près de la cuisine, passant sa main sur le comptoir en granit. Bel endroit, a-t-il dit. Un demi-million facile, Sable a souri. C'est trop grand pour une personne. Tu pourrais nous le vendre. Rabais familial. Affaire de 300 000 $ en espèces. Fermeture rapide. Mon estomac s'est retourné. Le marché est à 500 000. Elle a haussé les épaules. Nous te rendrions service. Moins d'entretien, moins de douleur. Je me suis interposé entre eux dans le couloir. Vous devez partir. Ne sois pas ridicule, a-t-elle claqué. Nous essayons d'aider. Vous essayez de piller. Son sourire s'est brisé. Maman et papa avaient raison à ton sujet. Tu es devenu ingrat. J'ai pointé la porte. La famille ne vend pas le chagrin à rabais. Ils sont partis, Colton s'arrêtant juste assez longtemps pour sortir son téléphone et prendre des photos de la maison. J'ai regardé leur voiture s'éloigner sous la pluie, les feux arrière flous et rouges. Quand la nuit est retombée, je me suis assis à table, fixant la facture du salon funéraire, l'encre légèrement brouillée par mes mains humides. Le téléphone a vibré une fois de plus, un texto d'un numéro inconnu. Il prévoit une intervention ce dimanche chez tes parents. Ils appellent ça veut t'aider à réfléchir clairement. N'y va pas seul. Le message était signé, Hawkins, la voisine. Dehors,
le tonnerre roulait sur la baie. À l'intérieur, les lumières ont vacillé une fois et se sont stabilisées. J'ai plié la facture en deux, puis encore, jusqu'à ce que les chiffres disparaissent. 3 semaines après les funérailles, je me suis retrouvé aéré dans le rayon des céréales du Harris Teeter sur East Bay Street. Les étagères étaient trop lumineuses, trop propres. J'ai pris la boîte de Frosted Flake qu'Ivy adorait, même si personne n'allait la manger maintenant. Certaines habitudes survivent plus longtemps que les gens. J'étais à mi-chemin de la caisse quand j'ai entendu sa voix. Oh mon Dieu, tout le monde! C'est mon frère. Je vous en avais parlé. Sable. Elle était habillée pour le brunch, entourée de 3 amis aux sourires identiques. Elles se sont retournées, curieuses, prédatrices. C'est lui, dit-elle, me désignant comme si j'étais une exposition. Il amasse des millions pendant que nous essayons de fonder une famille. Mon estomac a chuté. Arrête ça, Sable. Mais elle a juste parlé plus fort. Dis-leur, Atlan, à propos de l'indemnité d'assurance de 5 millions de dollars. Dis-leur comment tu as abandonné ta famille. Les gens se sont arrêtés. Une mère a rapproché ses enfants. Un jeune homme a levé son téléphone, enregistrant. J'ai essayé de partir, mais elle a suivi, sa voix montant avec un chagrin pratiqué. Il est instable. Nous envisageons de le faire évaluer. C'est déchirant, vraiment. Quelque chose en moi s'est libéré. Je me suis retourné, j'ai rencontré son regard et j'ai dit calmement, tu veux dire les parents qui ont manqué les funérailles. Les mots ont traversé le magasin comme une lame. Pendant un instant, le silence. Puis son expression s'est durcie. Il est délirant, dit-elle à la foule, sa main tremblant théâtralement. J'ai laissé le chariot là où il était et je suis sorti. La porte s'est ouverte, la lumière dehors presque blanche. Quelqu'un m'a suivi, l'appareil photo toujours levé, filmant l'arrière de ma tête. Alors que j'atteignais ma voiture, la lumière du soleil a brillé sur le capot comme du verre. En soirée, la vidéo était partout. Groupe Facebook, forum de quartier, page de potins locaux. Le titre disait « Veuve tragique s'en prend à sa famille lors d'une crise dans un supermarché ». Les commentaires ont afflué, de la sympathie pour Sable, de la pitié pour moi. Des étrangers me diagnostiquant depuis leur téléphone. 2 jours plus tard, un message est apparu de maman. Réunion de famille, chez nous, dimanche 14h. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. La dernière phrase m'a donné des frissons dans le dos. Ce n'était pas une invitation. C'était un ordre. Quand dimanche est arrivé, je suis allé à Mount Pleasant quand même. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je voulais voir si une partie d'eux pouvait encore être humaine. Le salon était plein, oncle, tante, cousin que je n'avais pas vu depuis des années. Et dans le coin, une femme que je ne reconnaissais pas tenant un presse-papier. Papa s'est levé. Voici le docteur Foster. Elle est là pour nous aider à faciliter une conversation. J'ai ri une fois, sèchement. Une thérapeute? Vraiment? Maman a pressé un mouchoir sur sa joue. Nous sommes inquiets pour toi, chérie. Tu ne gères pas bien ton chagrin. Tu gères mal les choses. Le docteur Foster a éclairci sa gorge. Votre famille est préoccupée par votre jugement. Il pense que vous pourriez avoir besoin d'aide pour prendre des décisions financières saines. Donc, ce n'est pas une question de chagrin, j'ai dit. C'est une question de contrôle. Sable a reniflé depuis le canapé. Nous voulons juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Tu t'es isolé, tu nous as ignorés, tu as caché de l'argent. Je l'ai fixé. Tu veux dire l'argent qui ne t'appartient pas. La voix de papa a tonné. Surveille tonton. La famille est de la famille. Cette phrase encore. La même qu'ils ont utilisée pour me vider toute ma vie. Le docteur Foster a essayé de parler, mais je l'ai coupé. Si c'est une intervention, c'est pour la mauvaise personne. J'ai attrapé mon manteau. Maman m'a appelé, la voix tremblante. Maintenant, si tu sors par cette porte, nous n'aurons d'autre choix que de prendre des mesures légales pour te protéger de toi-même. Je me suis retourné à l'entrée. Faites ce que vous avez à faire. Quand je suis rentré chez moi, ma boîte de réception a sonné. Une nouvelle ligne d'objets lumineuses sur l'écran. La planification successorale de votre défunte épouse. Réunion urgente requise.
C'était d'un homme nommé André Park. Dans le message, une seule ligne. Elle a préparé quelque chose pour vous bien avant l'accident. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti quelque chose bouger en moi. Pas de l'espoir exactement, mais une direction. Un faible battement dans le silence comme le premier battement de cœur après la noyade. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes au 12e étage de Park et Duval. Le bâtiment sentait légèrement le cèdre et le poli, le genre de silence qui n'existe que là où la loi et l'argent se rencontrent. André Park m'a salué dans un costume marine, des lunettes argentées, et le genre de calme qui inspire confiance instantanément. Sa poignée de main était ferme, pas de pitié. Son bureau était chaleureux, des murs en noyer, une lumière dorée, l'opposé de toutes les pièces froides dans lesquelles j'avais été depuis l'hôpital. Il a posé un dossier sur la table et l'a ouvert comme une porte. Votre femme est venue me voir il y a 8 ans, dit-il. Juste après la naissance de votre fille Ivy. Elle voulait s'assurer que vous seriez protégé quoi qu'il arrive. Dans le dossier se trouvaient 3 documents, chacun estampillé d'un logo d'entreprise différent. 3 polices séparées, expliqua-t-il. Valeur totale 5 millions de dollars. Mon souffle s'est coupé. Elle a fait ça sans me le dire? Elle voulait que vous viviez, pas que vous vous inquiétiez, dit-il. Il me tendit une petite clé USB argentée. Il y a quelque chose qu'elle vous a laissé. Il a tourné l'écran vers moi et a appuyé sur lecture. La vidéo s'est ouverte dans la même pièce où nous étions assis. Même lampe, même lumière. Marie était assise devant la caméra, portant une blouse blanche, ses cheveux tirés en arrière. Elle avait l'air calme, sereine. Si vous regardez ceci, dit-elle, sa voix ferme mais douce. Cela signifie que je suis parti. Veuillez savoir ceci. J'ai planifié cela pour que vous n'ayez jamais à mendier l'amour de ceux qui ne l'ont jamais mérité. J'ai senti la chaise grincer sous moi alors que le son de ma propre respiration remplissait la pièce. André a attendu que je puisse de nouveau rencontrer son regard. Il y a aussi une lettre. Il a glissé une enveloppe sur le bureau. Mon nom était écrit de sa main. Élégant, en boucle, familier. Je l'ai ouverte. L'échec de vous soutenir annule toute réclamation. Utilisez ce qui reste pour construire quelque chose qui compte. Construisez une vie qui honore l'amour, pas le sang. L'encre s'est brouillée à mi-parcours à cause de larmes que je ne sentais pas tomber. André a parlé doucement. Elle a conçu chaque police avec des clauses protectrices, des dispositions éthiques qui interdisent à tout parent n'ayant pas fait preuve de soutien moral de réclamer des fonds. S'ils essaient, je suis tenu de publier une lettre d'avertissement et toutes les preuves jointes. Il a fait une pause, le laissant s'installer. Votre femme a prédit chacun de leurs mouvements. J'ai de nouveau regardé le dossier. Comment pouvait-elle savoir? Elle a travaillé pour Sentinel Life en tant que consultante en données il y a des années. Elle a aidé à concevoir leur système de bénéficiaires superposés. C'est pourquoi ces contrats existent. Chacun a une clause d'enregistrement. Si vous êtes ciblé ou diffamé, la compagnie est obligée de publier son témoignage enregistré. C'est alors que j'ai compris, elle n'avait pas seulement laissé de l'argent, elle avait laissé une armure. André s'est penché en arrière. Il y a une dernière chose. La PDG de Sentinel Life, Naomi Caldwell, a demandé à vous rencontrer en personne. Elle dit, il y a quelque chose que vous devriez voir. 2 jours plus tard, j'ai pris l'avion pour Atlanta. Le bureau de Naomi donnait sur la ville, verre et acier moderne, la lumière du soleil traversant son bureau. Elle m'a salué avec une sorte de respect solennel. Votre femme a prévu ce qui allait arriver, dit-elle. Elle était extraordinaire. Elle a ouvert une tablette et a de nouveau appuyé sur lecture. Marie est apparue, filmée dans la même blouse blanche, avec le même ton calme. Si vous voyez ceci via Naomi, cela signifie que tout est réglé. Ne gaspillez pas votre vie à survivre. Construisez quelque chose qui nous survive à tous les deux. Appelez cela le projet phare. Aidez ceux qui sont restés debout dans les décombres comme vous le serez. Quand la vidéo s'est terminée, l'écran est devenu noir, sauf pour 3 mots, Fondation Phare Mercé. Cette nuit-là, dans la chambre d'hôtel, je me suis assis près de la fenêtre, regardant les lumières de l'autoroute se fondre en ruban. Pour la première fois depuis des mois, le chagrin n'était pas un vide, c'était un carburant. J'ai utilisé 3 millions de dollars pour établir la fondation dédiée aux familles brisées par des accidents de conduite en état d'ivresse.
Les 2 millions restants sont allés dans une fiducie pour la soutenir. À la fin du printemps, les documents ont été approuvés, les premières subventions étaient prêtes, et mon nom n'apparaissait sur aucune liste de publicité. Je ne voulais pas la gloire. Je voulais un but. Mais en signant le document final, j'ai eu le sentiment troublant que cette victoire discrète ne le resterait pas longtemps. Les gens reviennent toujours quand ils sentent la rédemption et l'argent. 6 mois après les funérailles, Charleston avait de nouveau appris mon nom, mais cette fois pour une raison différente. La fondation Phare Mersey n'était plus seulement une idée. Le bureau était situé près du front de mer, la lumière du soleil inondant les murs de verre. Chaque matin, le téléphone sonnait avec des histoires qui semblaient trop familières. Mère, père, frères et sœurs demandant de l'aide après qu'une conduite en état d'ivresse ait ravagé leur vie. Je leur disais, nous couvrirons les frais funéraires. Vous n'êtes pas seuls. Nous n'avons rien filmé. Nous n'avons rien posté. Mais d'autres l'ont fait. Une femme en Caroline du Nord a écrit à notre sujet en ligne. Un étranger a payé l'enterrement de mon mari. Ils se sont appelés le Phare. Puis une autre histoire, puis une troisième. En juillet, les dons ont commencé à affluer de personnes que je n'avais jamais rencontrées. Nous avons commencé petit, 12 familles, puis 50, puis 200. Le programme de Violon d'Ivy a offert des bourses à des enfants qui avaient perdu leurs parents dans des accidents. La bibliothèque de dinosaures de Théo a voyagé entre les écoles primaires, apportant des livres et des rires là où le chagrin avait trop longtemps résidé. Chaque projet ressemblait à la couture de la lumière dans l'obscurité. Un matin, une journaliste du Charleston Ledger a appelé. Elle avait entendu des rumeurs sur un veuf transformant la tragédie en espoir. Une semaine plus tard, le titre s'est répandu dans le journal, un veuf du Low Country transforme 5 millions en espoir. Ma photo est apparue à côté du titre, moi debout avec des familles lors d'un événement commémoratif. Je ne savais même pas qu'elle avait été prise. J'ai éteint mon téléphone ce jour-là. Je ne voulais pas de félicitations. Quand je l'ai finalement rallumé cette nuit-là, l'écran s'est rempli de notifications. 80 messages, des dizaines d'appels manqués, 47 de papa, 12 de maman, 83 de sable. Ils ont commencé gentiment. Si fier de toi. Puis ont changé. Nous devrions parler de la fondation. Puis ont tourné au vinaigre. Tu gères mal les ressources familiales. Enfin, nous avons aussi des droits. 2 jours plus tard, ils sont apparus à ma porte avec des fleurs bon marché et des casquettes de baseball où l'on pouvait lire « Famille Mersey ». Les voisins ont regardé. Regardez qui fait enfin quelque chose de significatif, a gazouillé Sable, me tendant le bouquet comme si rien ne s'était passé. Vous devez partir, j'ai dit. Maman a froncé les sourcils. Ne sois pas froid, Atlan. Nous sommes la famille. Le ton de papa s'est durci. Tu as construit cela avec l'argent de la famille. Cela signifie un contrôle familial. Avant que je ne puisse répondre, Madame Hawkins, ma voisine âgée, est sortie avec son chien. Il vous a dit de partir, dit-elle. Ne me faites pas appeler la police. Maman a halté. Nous essayons de l'aider. Il n'est pas bien. Quelques minutes plus tard, des lumières de police clignotaient de l'autre côté de la rue. Le même sergent, Elena Ruiz, est sortie du véhicule. Elle les a regardés, puis moi, et a secoué la tête. Monsieur Mersey va bien, dit-elle froidement. Si vous ne partez pas maintenant, je déposerai un rapport d'intrusion. Ils se sont retirés, murmurant trahison et honte, leurs casquettes pendantes sous la pluie. Le lendemain matin, une lettre certifiée est arrivée, papier à en-tête juridique, sceau en relief. Avis d'intention, pétition pour la surveillance familiale de la Fondation Phare Mersey. La réclamation jointe m'accusait d'instabilité émotionnelle, exigeant une gestion conjointe de la fiducie pour assurer la transparence. J'ai apporté la lettre directement à André Park. Il l'a lue une fois, puis 2 fois, les lèvres tressautant comme s'il connaissait déjà le scénario. Elle avait vraiment tout planifié, dit-il. Il a ouvert un tiroir et a sorti une enveloppe scellée d'un seau de cire rouge. La signature de Marie y était tracée. Elle vous a laissé ceci, dit André, et des instructions, ouvrir seulement s'ils essaient de revendiquer la fondation. J'ai fixé l'enveloppe. La cire était fraîche sous mon pouce. André sourit faiblement. Nous l'ouvrirons quand ils franchiront cette porte, et je pense que ce moment approche à grands pas. Dans l'après-midi,
une nouvelle vidéo circulait en ligne. Quelqu'un avait monté 2 clips, la moitié de Sable levant son champagne à son anniversaire, l'autre moitié de moi debout devant 3 cercueils à l'église. La légende disait, la famille l'a laissé seule, puis a revendiqué sa lumière. Le vent a tourné du jour au lendemain. La même foule qui m'avait autrefois qualifié d'instable m'appelait maintenant l'homme qui avait bâti l'espoir à partir des cendres. Mais Graham et Céleste n'avaient pas fini. La fierté est plus difficile à enterrer que la culpabilité. Une semaine plus tard, j'ai reçu un email signé par mon père lui-même. La réunion était fixée au jeudi après-midi à Parquet du Val. Quand j'ai confirmé le rendez-vous, André m'a regardé attentivement. « Tu es sûr d'être prêt ?» J'ai hoché la tête. Ils pensent qu'ils viennent réclamer quelque chose qui leur appartient. J'ai serré l'enveloppe scellée dans ma main. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que le vrai juge est la femme qu'ils ont sous-estimée toute sa vie. Le vent dehors a changé, les premières gouttes de pluie ont frappé le verre. Et je savais que tout ce qui allait se passer ensuite mettrait fin à tout ce qui avait commencé à 8h17 ce matin de mars. Le ciel au-dessus de Charleston est devenu gris ardoise en milieu d'après-midi, le vent poussant contre la vitre comme un avertissement. Au 18e étage, l'air sentait le papier et le poli. Quand je suis entré, ils étaient déjà assis. Graham, Céleste, Sable, Colton et leur avocat dans un costume à rayures qui lui donnait l'air d'un pupitre. André était assis à côté de moi, calme comme une mare de marée, l'enveloppe scellée sur la table, le seau de cire rouge estampillé de la signature en boucle de Marie. Selon les conditions d'assurance et le testament, dit André d'un ton égal, je suis obligé de présenter certains documents lorsque les membres de la famille demandent le contrôle des actifs ou de la réputation. Je n'ai pas parlé. La pièce n'avait pas encore besoin de mes mots. André brisa le sceau. Il déplia une seule feuille écrite de la main de Marie et lut à voix haute. Si vous entendez ceci, cela signifie que quelqu'un a choisi d'échanger l'honneur contre de l'argent. Quiconque n'a pas soutenu mon mari lors de nos funérailles n'aura jamais de droit sur ce que j'ai laissé. Céleste fit un petit bruit. Le genre que l'on fait quand on bute contre une vérité que l'on préférerait ne pas voir. La paume de Graham frappa la table. Fabrication. Il n'y a aucune preuve que nous n'étions pas là. André a levé la télécommande. L'écran mural s'est allumé. La caméra a balayé la nef de la cathédrale, le son du prêtre montant comme une marée. Nous nous rassemblons pour nous souvenir de Marie, Ivy et Théo Mercé. Le plan s'est fixé sur l'allée gauche. 3 sièges au premier rang avec des cartes blanches soignées réservées à Graham Mercé, réservées à Céleste Mercé, réservées à Sable Mercé Rig, vide, inondé de lumière colorée des vitraux. C'est la vérité que vous ne pouvez pas effacer, j'ai dit, et ma voix m'a surpris par sa fermeté. Le souffle de Sable s'est coupé. Je n'ai pas pu gérer cela ce jour-là, a-t-elle murmuré. J'étais sous tellement de pression. André a appuyé sur lecture d'un second fichier. Marie encore, enregistré chez Sentinel Life. Même blouse blanche, même immobilité. S'ils viennent un jour réclamer ce qui n'a jamais été à eux, a-t-elle dit, rappelez-leur. L'héritage appartient à ceux qui sont restés. La phrase a atterri au centre de la table et est restée là comme une pièce brillante. Graham s'est penché en avant. Marie ne comprenait pas la dynamique de cette famille. André a ouvert un mince dossier et a glissé des copies. Dossier de prêt, 37 000 $ de transfert d'Atlan sur 8 ans. Courriel de Madame Mercéric demandant des fonds pour des voyages. Confirmation de virement pour votre croisière d'anniversaire depuis le compte d'Atlan. C'est la dynamique. Leur avocat s'est éclairci la gorge. Nous sommes ici pour discuter de la transparence de la fondation. Un conseil d'administration conjoint garantit l'intégrité. Les yeux d'André n'ont pas cligné. Les statuts de la fondation excluent en permanence quiconque a abandonné son fondateur pendant sa perte de tout poste. Toute tentative de passer outre cette clause déclenche la diffusion publique de ces documents. Le silence a différentes températures. Celui-ci était de glace. Par les fenêtres, le port était de la couleur de l'étain vieilli. Dans le verre, je nous voyais tous reflétés, moi debout, eux repliés sur eux-mêmes comme si un poids était tombé, et personne ne les avait prévenus de plier les genoux. Un coup a retenti à la porte. La réceptionniste est entrée et m'a tendu mon téléphone. Ceci vient d'arriver, a-t-elle murmuré. Sur l'écran, un nouveau montage se répandait en ville, Sable, riant avec une coupe de champagne à la main, divisée à côté des 3 chaises vides de la cathédrale, et la voix du prêtre parlant de souvenirs.
Le titre disait « Elle a fait la fête. Il a enterré ». Le soir, les dominos sont tombés. La société de marketing de Sable a publié un communiqué mettant fin à son contrat pour violation des valeurs. Graham a été discrètement retiré du conseil d'administration de l'église. Le cercle caritatif de Céleste a annulé son invitation au gala. Les commentaires sont devenus acerbes, puis se sont détournés. La même communauté qui acquiesçait autrefois à leur version a maintenant regardé les images et a fermé ses portes. Je me suis levé. La famille ne concerne pas ceux qui partagent votre sang, j'ai dit, sans regarder personne en particulier. Il s'agit de ceux qui étaient là quand le monde s'est effondré. André a fermé le dossier. La réunion est levée. Quand j'ai atteint le couloir, le vent a de nouveau frappé les fenêtres. Un bourdonnement bas et régulier. Dans le verre, j'ai aperçu une dernière image. Mon ombre, grande, la leur, petite et courbée. Puis les portes de l'ascenseur se sont refermées, et le bâtiment a expiré derrière moi. Un an plus tard, Charleston sentait le magnolia et la pierre mouillée. La lumière du matin drapait les stèles du cimetière Magnolia, et le fleuve portait les mouettes vers l'intérieur, une par une, comme des virgules blanches. Je marchais sur le chemin avec une tasse de café en papier, la vapeur traçant dans l'air frais. Le nom de Marie, puis celui d'Ivy, puis celui de Théo. Je leur lisais le courrier du jour comme je le faisais toujours, des notes de famille que nous avions aidées. Un dessin au crayon d'un garçon qui avait reçu un violon grâce au programme d'Ivy, une photo d'un chariot de livres peints en verre vif pour la bibliothèque itinérante de Théo. La vie n'était pas revenue à la normale. Elle avait trouvé une nouvelle forme et appris à se tenir debout. La fondation Phare Mercé opérait maintenant dans 12 États. Nous avions servi 2000 familles, et la liste sur mon bureau ne cessait de croître. Les personnes qui m'ont soutenu pendant la pire année, la mère de Marie de Boise. Mon ami Nat, qui a géré la logistique quand j'oubliais de manger. Madame Hawkins, qui a dit la vérité sur le trottoir, siège maintenant à notre conseil consultatif. J'ai vendu l'ancienne maison et j'ai déménagé dans un petit endroit à 2 rues du cimetière. Le calme y était le bon. La communauté s'appelait les familles phares. Les enfants qui ont remporté des bourses ont commencé à s'appeler les ours phares. C'est resté. Un après-midi, André a envoyé une enveloppe matelassée. À l'intérieur se trouvait une lettre sur du papier à en-tête que je reconnaissais de la cuisine de Sable. L'encre était tachée par endroits. Je n'attends pas le pardon, écrivit-elle. Je veux juste que tu saches que je comprends enfin ce que j'ai gâché. Ma fille Sophia a les yeux d'Ivy. J'aurais aimé qu'elle puisse rencontrer ses cousins. Je suis resté longtemps avec la lettre. Puis j'ai répondu sur du papier à en-tête de la fondation. Je te pardonne non pas parce que tu l'as mérité, mais parce que je ne porterai plus la colère. Le pardon n'est pas un retour. Aime Sophia comme tu n'as pas pu aimer Ivy et Théo. C'est tout ce qui compte maintenant. J'ai glissé une photo dans l'enveloppe. Notre dernier Noël ensemble, les 3 dans des flanelles douces. Au dos, j'ai écrit, pour Sophia, afin qu'elle sache qu'ils ont existé un jour. André l'a envoyé avec une note instruisant son bureau de ne pas accepter d'autres réponses. Une semaine plus tard, je l'ai rencontré à la banque et j'ai signé des documents établissant un fonds universitaire de $50 000 au nom de Sophia, anonyme, bloqué jusqu'à ses 18 ans et uniquement pour les frais de scolarité. André m'a regardé quand le stylo a quitté la page. Après tout ça? Marie m'a dit un jour, j'ai dit, la vengeance est temporaire. La grâce dure. Le gala annuel de la Fondation a rempli l'auditorium de la ville de visages que je connaissais de dossiers et de salons et de cimetières. Le gouverneur a pris la parole, mais les moments les plus bruyants furent des applaudissements discrets se brisant comme des vagues pour une mère qui ne se tenait debout que parce que des étrangers l'avaient portée. Quand ce fut mon tour, je suis resté simple. Nous ne construisons pas des phares à partir du succès, j'ai dit dans les lumières douces. Nous les construisons à partir de la douleur qui a refusé de rester silencieuse. En sortant, je me suis arrêté près des portes vitrées. De l'autre côté de la rue, sous un lampadaire, j'ai vu Graham, Céleste et Sable. Ils se tenaient juste en dehors de la lumière, les mains vides. Les billets étaient chers, mais ce n'était pas ce qui les avait tenus à l'écart. J'ai hoché la tête une fois à personne et j'ai continué à marcher. Le lendemain matin, j'ai apporté un rapport relié au cimetière. La couverture était estampillée et 1000 familles aidées l'année dernière, un jalon sur une route plus longue.
J'ai parlé à Marie du nouveau partenaire de conseil à Savannah, de l'expansion du violon d'Ivy à 3 autres villes, de la façon dont la bibliothèque de Théo était devenue un bus peint d'animaux vifs, et des enfants qui le poursuivaient comme un camion de glace. Ton plan a parfaitement fonctionné, j'ai dit, posant le livre sur l'herbe pendant que le vent soufflait à travers les chênes vivants. Cela ressemblait à une réponse. Quand je suis parti, la lumière du fleuve a frappé les fenêtres de notre bâtiment de l'autre côté de l'eau et a transformé le logo phare en un petit soleil. J'ai pensé au sang et à la présence, à quel point il est facile de confondre l'un avec l'autre. La famille, j'ai appris, n'est pas un droit de naissance, c'est une pratique. Quand tout s'est brisé, ils ont choisi une fête. Quand je me suis relevé, j'ai choisi une limite. Et puis j'ai choisi la grâce. Certaines portes restent fermées parce que la maison à l'intérieur est enfin en sécurité. Une certaine justice n'a pas besoin d'un marteau. Elle a besoin d'une lumière dirigée directement vers 3 chaises vides.